Cette semaine, dans le balado, on hume des substances aux facultés étranges et on cherche à se sortir d'une relation patronale plutôt toxique. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Jean-François Breton et Patrick Marleau. Salut Jeff. Allô. Alors, bonne semaine. Ouais, toi aussi. T'as-tu eu le temps de voir des films cette semaine? Moi, j'ai un horaire très chargé, je dois avouer, donc j'en ai pas vu autant que toi. Ouais, là, c'est le combienième art, ça, la lecture, le deuxième art? Je sais pas, dans les... Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a un festival de bande dessinée, nous, à Québec. C'est le Salon du livre et le 9e festival. art. Le bande dessinée, 7e, c'est cinéma, donc 9e art. Ah, 9e ouais, art, bien je pense sûr, que c'était plus tôt que ça. Ouais, qui d'ailleurs a été baptisé, si je ne me trompe pas, par Maurice, le créateur de Lucky Luke. Donc, c'est lui qui avait catégorisé la bande dessinée comme le 9e art. Dans les petites anecdotes. Donc, écoute, beaucoup de sorties cette semaine. Ouais, je sais pas trop. C'est pas du dumping, c'est des films de qualité quand même, mais il y a comme 9 sorties, je pense, pas toutes au même déploiement, si on veut, là, mais tout de même, fait que ça n'a pas été possible de tout voir, mais on a vu une bonne partie quand même. Ouais, et souligner que Mario a à peu près tout raflé la semaine dernière, a brisé énormément de records, a eu une fin de semaine au-delà de l'espérance, je pense, pour Universal. Je suis même pas allé voir le final, mais je crois qu'il avait dépassé les 200 millions au bout du week-end. C'est sûr que les journées fériées de la fin de semaine de Pâques, le fait que le film avait sorti un mercredi, tout ça a aidé. Là. Au tout total, je pense pour les 5 jours, on passe du mercredi donc au dimanche, à l'international inclus, je pense qu'il a franchi les 500 millions. Là. C'est ça. Assez fou. Fait que ça s'annonce déjà pour un des plus gros succès financiers de 2023. Là. Il y a peut-être... j'ai discuté avec un autre collègue, on était comme Gardien de la Galaxie, peut-être, mais souvent ça s'essouffle vite. Puis les derniers Marvel nous laissent pas présager qu'il va nécessairement être super fort. Probablement plus que les derniers, mais en tout cas... Pas autant que le premier, probablement. Non, Indiana Jones, s'il arrive à bien toucher les cœurs, pourrait faire beaucoup. Et La Petite Sirène, qu'il ne faut pas écarter... Les Disney qui refont en live action, je pense que c'est pas mal les gros joueurs potentiels. Ouais, même, tu sais, oui, l'an dernier, là, il y a eu Avatar 2, mais cette année, le calendrier de octobre, novembre, décembre, je pense pas qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, oui, il y a Dune 2, là, j'ai vraiment hâte, là, mais c'est pas des films qui vont faire 1,8 milliard. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'aussi gros véhicules, disons ça comme ça, ou d'énormes suites là, qui va ramener nécessairement tout le monde dans la salle. Mais peut-être dans quelques années, parce que dans les actualités quand même, disons qu'il y a eu des grosses annonces pour les amateurs de Star Wars, parce qu'on se demandait exactement où s'en allait peut-être l'avenir de cet univers-là au cinéma, parce que c'est qu'on... Excuse-moi, je te coupe déjà. Là. Je pensais pas qu'il y aurait des nouvelles sur Star Wars. Ils attendent pas le Star Wars Celebration Day. C'était justement en fin de semaine. Mais c'est pas le 4 mai? C'est juste autre chose, le May the 4th? Ouais, c'est May the 4th, oui. Non, là, c'était le Star Wars Celebration qu'on appelle, qui est la grosse convention annuelle entourant Star Wars. Donc, tous les bons et de Lucasfilm débarquent là, avec plein de comédiens. Et cette année, on alterne toujours entre les États-Unis et à l'international. Donc, cette année, c'était à Londres, en Angleterre. Et en même temps, c'était les 40 ans de Return of the Jedi. Donc, Kathleen Kennedy, la grande chef de Lucasfilm, en a profité pour annoncer 3 nouveaux films Star Wars. OK. Mais là, il faut peut-être prendre un peu avec un grain de sel parce que Kennedy a peut-être une fâcheuse tendance d'annoncer des projets, mais finalement, ils aboutissent pas. Parce que les 3-4 derniers films qu'on a annoncés, ça a comme été un peu mis sur la glace. Il y avait un film, entre autres, sur les pilotes d'X-Wing par Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, qui était tassée un petit peu ou tablettée. Un film produit par Kevin Feige également, de Marvel, qui voulait s'amuser dans le carré de sable Star Wars. Taika Waititi, c'est toujours en gestation, mais il semble rien avoir de précis encore. Okay. Mais là, en tout cas, ce qu'on a annoncé officiellement, c'est 3 films à 3 époques différentes, ce qui peut être quand même assez intéressant. Peut-être le plus surprenant, c'est le retour de Rey. Okay. Donc, Daisy Ridley revient dans un film qui va se dérouler une quinzaine d'années après Rise of the Skywalker, donc l'épisode 9, où elle tente de rebâtir un nouvel ordre Jedi. On n'a pas plus de détails ni à savoir est-ce que d'autres comédiens de la nouvelle trilogie vont revenir, on ne le sait pas. Fait que comme est-ce qu'on la vieillirait? C'est ce que je me dis quand je veux dire 15 ans Ça se passe 15 ans après, plus tard, mais elle tourne 5 ans plus tard. Elle n'a pas l'air d'une femme de 40 ans. Là, j'ai hâte de voir. Écoute, probablement qu'on va utiliser un peu de maquillage pour...
mettre des fausses cernes, des pattes doigts. Quelques mèches de cheveux gris. Écoute, reste à voir. Et c'est la réalisatrice entre autres de la série Miss Marvel. Chez Disney+, là, son nom m'échappe. Donc, c'est quand même une première femme qui va réaliser un film Star Wars. Il faut quand même le souligner. Ensuite, on sait que ces temps-ci, ces années-ci, évidemment, Star Wars est exploité à fond dans des séries sur Disney+. Mais on a une espèce d'univers qui est créé alentour du personnage du Mandalorien. Oui. Donc, et du bébé Yoda. Donc, c'est Dave Filoni qui a entre autres créé les séries Clone Wars avec George Lucas, Rebels, en fait, tout le volet animé, qui a commencé à amener ces personnages dans ces séries-là avec Jon Favreau, qui lui est créateur du Mandalorien. Et là, on va avoir un film où tous ces histoires-là, donc du Mandalorian, de Ahsoka Tano, qui s'en vient cette année, qui était l'apprenti d'Anakin Skywalker, et d'une autre série que j'ai oublié. Donc, il va finalement cumuler ça avec un film, donc un long métrage. Donc, est-ce que ce serait là la fin de Mandalorian? Peut-être à ce moment-là, mais c'est pas pour l'année prochaine, on s'entend. Fait qu'il y a déjà une 4e saison de confirmée et probablement, j'imagine, une 5e qui va mener vers le film. Parce que ça, c'est des films pour 2026. Écoute, 27, puis ils n'ont pas donné l'ordre nécessairement dans lequel il les sortait. Donc, c'est ça. Fait mettons qu'il y en a un qui commence le tournage peut-être à l'automne de cette année, donc peut-être pour 2025. Puis peut-être, écoute, je ne sais pas s'il oserait un par année. Ça serait peut-être trop. Fait que peut-être un 2028 mois. Peut-être, c'est ça. Fait que peut-être un décembre, l'autre mai suivant. Un qui m'intéresse grandement, par exemple, c'est un film qui va se dérouler avant même l'Ancienne République, où ce serait l'éveil des premiers Jedi, donc comment ils ont appris à utiliser la force et tout ça. Et c'est quand même James Mangold qui scénarise et réalise. Alors lui qui vient de faire le dernier Indiana Jones, qui a fait Logan, Ford vs Ferrari. Mais ça va prendre du temps, parce que lui, il va faire un film sur Bob Dylan. Oui, effectivement. Fait donc, si ça, il est comme en tournage, je ne sais pas trop. Fait que oui, c'est vraiment des projets de Star Wars là, d'ici 5-6 ans qu'on devrait voir. C'est ça. Oui. Donc, mais quand même, donc au moins, on offre quelque chose peut-être d'un peu différent avec ces différentes époques-là. Donc, ça va être à suivre. Je sais pas si c'est anxiogène pour un réalisateur-réalisatrice d'être... Tu sais, parce que des comédiens, comédiennes ou plusieurs autres corps de métier peuvent être attachés à plusieurs films, mais leur implication est moins grande. Tu sais, un comédien, ça dure quelques mois, tu sais, ta préparation physique. Mais dès que le tournage est fini, c'est fini. Tu sais, puis tu ressors pour la promo qui est déjà 1 an et demi, 2 ans plus tard. Tu sais. Mais un réal là, qui travaille pendant 4 ans là, sur un film en amont, puis ça, c'est quand ça va bien, puis tu es aux États-Unis, puis le financement va vite. Ouais. En amont, le tournage, tu travailles sur la post-prod, tout, mais en plus, tu es déjà en train d'écrire autre chose, tu es déjà associé, puis c'est toutes des grosses productions de 300 millions de dollars. Là. Ben, Bob Dylan n'est pas ce prix-là, mais c'est quand même une grosse sortie et tout. Fait que je sais pas s'il y en a qui doivent capoter. Dire, OK, pour les prochains 8 ans, 10 ans, je suis associé à ces 3 projets-là, je peux pas m'en sortir, c'est ça que je fais. Fait que... c'est ça. Je pense que c'est un engagement à très long terme quand tu décides de signer pour ces genres d'univers-là. Dans le cas de Mangold, j'imagine qu'il a dû vraiment avoir un plaisir à travailler sur Indiana Jones avec Disney pour revenir sur Star Wars et probablement vice-versa, qu'il était très content de son résultat. C'est ce que je me dis. Mais en même temps, on se souvient que Lucasfilm était palmé sur Rian Johnson suite à Last Jedi avant que ça sorte et finalement, le film a causé tellement un gros backlash. Donc... mais ça reste à voir, mais effectivement, il faut avoir les nerfs assez solides, je pense, pour travailler là. Mangold, qui a fait Ford versus Ferrari, c'était plus attaché à rien, mais il avait fait 2 films avec Wolverine. Là, un plus acclamé que l'autre. Là. Logan était mieux que le Wolverine 2, là, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il est habitué quand même de travailler des grosses productions, des espèces d'emblèmes, là, des films, des productions phares. Mais je pense qu'il y a d'autres réalisateurs, réalisatrices qui, quand le film aboutit, prend l'affiche, puis après, c'est quoi ton prochain plan? Je sais pas, je veux réfléchir, il faut que je m'imbibe de cultures, de différents trucs, puis là, il y a une idée qui va me popper. Je pense que c'est juste des façons de faire, d'être un flow continu ou de prendre des pauses. Oui, puis ça dépend aussi si on implique au niveau de la scénarisation. Évidemment, c'est pas tous les réalisateurs qui vont travailler le scénario ou qui vont même être coproducteurs. Fait que, effectivement, ça dépend de ton degré d'implication dans le projet, j'imagine. Ouais, ou comme ça, si Star Wars n'est pas associé au scénario comme tel, là, son nom est attaché, il va le faire, mais c'est une réunion de fois de temps en temps, puis
une fois que les producteurs vont avoir approuvé le scénario, là, il va plus rentrer dans la machine. Dans la machine, Eh ben. Ouais, toi de ton côté? Il y a eu des annonces pour le Festival de Cannes qui aura lieu du 16 au 27 mai. Et écoute, si vous voulez tout savoir, je vous invite plus à aller lire sur Internet. Mais une des grosses nouvelles, c'est le prochain film de Monia Chokri, Simple comme Sylvain, qui a été retenu dans la sélection officielle, mais dans catégorie Un certain regard. Puis elle devient quasiment une habituée de Cannes dans une si jeune carrière déjà, parce que elle a été présidente du jury l'an dernier des courts-métrages. OK. Puis l'autre année d'avant, est-ce qu'avec... Non, Babysitter n'est pas allé là, mais avec La femme de mon frère, elle est allée à Cannes. Avec 2 sur 3, c'est quand même pas si mal. C'est ça. Mais je pense qu'avec Babysitter, c'était Sundance ou quelque chose comme ça. Là. C'était un autre gros festival, fait que ça va bien pour ça. Il n'y a pas de date de sortie, par contre, pour le Québec encore. Là. C'est sûr qu'il va sortir, mais c'est pas annoncé. Le distributeur Imina Film, l'anciennement Les Films Séville, là, vont dire qu'ils l'annonceraient prochainement. Dans la QV, par contre, il y a des habitués comme Ken Loach, Wes Anderson pour son Asteroid City, il va être présenté là. Koreeda Hirokazu, lui qui avait fait Shoplifters, Broker plus récemment. Nanni Moretti, l'italien aussi. Et il y en a une tralée. Wim Wenders, quand même, espèce de... fait longtemps qu'il me semble qu'il a fait un film. Je me souviens pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, en regardant tous les noms, c'était un nom qui me disait de quoi. Mais c'est surtout Les Ailes du désir, genre en 87, qui est son grand chef-d'œuvre. Mais c'est probablement le cinéaste allemand le plus connu. Ken Loach aussi, quand même. Plus que Wolfgang Petersen? C'est selon les milieux qu'on fréquente. C'est ça. Disons ça comme ça. Le plus acclamé, peut-être, ou primé. C'est ça. On parlait beaucoup aussi de la diversité, puis dans les films en compétition officielle, là, c'est sûr qu'il y en a encore plus si on compte toutes les différentes catégories, puis ceux qui sont hors compétition, etc. Mais il y a quand même 6 réalisatrices. Et il y a des origines ethniques différentes pour les hommes, les femmes et tout. Fait qu'il y a vraiment une belle variété quand même à Cannes. Fait qu'au moins, je pense qu'ils n'auront pas de tollé de ce côté-là. Et le président du jury, je rappelle, c'est Ruben Östlund, lui qui a déjà 2 palmes d'or à son actif, dont le controversé Sans fil, Triangle of Sadness, l'an dernier. C'était pas si controversé. C'est plus qu'il y en a qui criaient au génie puis d'autres que c'est de la merde. Tellement tu détestes ça. Je pense pas que le film choquait les gens tant que ça. Là. Moi, j'ai noté même que Pedro Almodovar qui va présenter un court-métrage. Ah, OK. Quand même drôle. Là. Fait que ceux qui sont en compétition avec lui, ils doivent dire c'est sûr qu'il part avec peut-être plus d'attention que les autres. Mais... je sais, justement, j'avais entendu en entrevue, je me souviens plus qui, mais le court-métrage, on voit beaucoup ça comme une porte d'entrée vers le long-métrage. Puis c'est vrai que ça l'est pour plusieurs, mais ça veut pas dire que c'est pas valide en soi. J'ai l'air un peu intense, mais le monde qui font du court-métrage, c'est pas juste pour faire du long-métrage. Il y en a on leur propose par après. Il y a énormément aussi d'histoires de genre, hey, le court est tellement bon, je vous finance le film en long-métrage, puis ça devient vraiment moins bon que le court parce que là, l'histoire s'épuise. C'était une prémisse intéressante pour 15 minutes, mais pas pour 1h35. Beaucoup de films d'action puis de science-fiction comme ça, que ça a été le cas. Mais il y en a qui, c'est ça, leur vie, c'est faire du court-métrage. Puis Ils s'y plaît dans ce genre-là. Oui, exactement, parce que tu permets de raconter des histoires et des moments de vie puis des scènes qui ne seraient pas justifiées, justement, dans un long film. Et l'erreur, c'est de penser que cette scène-là mérite tout son contexte puis son enrobage. C'est là que ça devient... on s'en lasse, finalement. Et c'est aussi moins lourd comme créneau. On s'entend que c'est beaucoup plus facile de financer un court-métrage qu'un long. Oui, mais c'est la diffusion qui est plus... tout à fait, c'est ça, ce qui est l'enjeu, effectivement. Difficile, là, c'est ça. Fait que le rayonnement, il y a beaucoup de festivals de court-métrage, mais on dirait que ça vise juste sur les festivals. Avec les plateformes web, maintenant, c'est possible de les écouter, mais je ne sais pas à quel point il y a un engouement général pour
pourtant, on écoute un film de 2 heures, mais si je te dis, on écoute-tu 9 courts-métrages en ligne, c'est comme, non. Là, c'est la même affaire. Puis après aussi, tu binge-watch Last of Us, 3 épisodes en ligne. Puis, voilà. Fait que c'est ça pour Cannes. Je te repasse la balle. Moi, j'ai un petit doublé Mia Goth. Donc, on a appris que notre actrice de film d'horreur préférée va rejoindre l'univers Marvel dans le film Blade. Je savais pas. Donc, ça a été annoncé cette semaine. Évidemment, son rôle est tenu secret. Donc, on ne sait pas qui elle va incarner dans cet univers-là. On sait qu'une nouvelle version de Blade qui s'en vient avec Mahershala Ali. En tout cas, je m'excuse de ma C'est sûr qu'elle va être méchante. C'est sûr qu'elle est méchante. Écoute, tu peux pas croire qu'elle... Oui, c'est certain. On se souvient que Blade avait été incarné il y a 25 ans déjà, je pense, par Wesley Snipes à la fin des années 90, début 2000. Il y avait eu 3 films, je pense. Hein. Ça peut être une trilogie. Et sinon, le tournage de Maxine de Ty West a officiellement débuté cette semaine. Donc, il y a des gros noms qui ont été ajoutés à ça. Oui, Kevin Bacon, puis Lily Collins quand même. Okay. Donc, évidemment, une suite à X qui se déroule dans le monde de la porno en 85-84 dans ces années-là. VHS porno. Vraiment l'exploitation du genre sur les cassettes VHS. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas de date de sortie. Écoute, je ne sais pas si on va être capable de sortir ça pour Halloween cette année, octobre. Mais moi, je mise peut-être un 2024, là, peut-être au printemps, quelque chose comme ça, mais ça reste à voir. Ouais, surtout qu'ils ont quand même un bon... C'est pas un succès nécessairement financier, mais c'est un succès d'estime qui fait qu'il n'y a pas besoin... Je pense que ça nuirait de sortir à l'Halloween, en fait. Probablement, avec les autres genres. Il y aurait plein d'autres plus blockbusters de horror flick qui pourraient le détruire, fait qu'il est tout simplement de sortir à sa propre période unique. En France, Noémie dit oui va prendre l'affiche finalement, puis sur quand même plus de 200 écrans, à peu près 200 écrans. Ça sort le 26 avril, là, dans une semaine environ. Puis c'est quasiment un record, au sens où le film, il avait malheureusement pas été retenu à Cannes ni à Locarno, mais il a quand même joué au festival d'Angoulême. Pour les Français, c'est pas un festival qui est dans les Big Five, mais qui est quand même reconnu... en France, justement, là, puisque c'est un festival local. Puis Geneviève Albert, là, la réalisatrice, était vraiment débinée. Là. Je retiens ça, j'ai lu ça d'un entretien de Marc Cassivi avec elle. Puis... elle n'est pas connue de là-bas. Même si Kelly Depot, nous, on l'a vu des DS, des mouches à feu et tout, là-bas, elle n'est pas connue du tout. Aucun des comédiens est connu. Fait que, en comparaison, J'ai tué ma mère, qui, lui, avait ouvert à Cannes, pour un film de Dolan, avait ouvert sur une 60aine d'écrans. Mais là, on est quand même en 2010-2011, là, ça fait un bout, là. Puis la femme de mon frère, de justement Monia Chokri, lui avait ouvert sur 130 écrans. Puis lui aussi, il avait joué à Cannes. Là. Fait que d'ouvrir sur 200 écrans, c'est vraiment beaucoup. Puis dans des hypothèses que ce que Geneviève lançait, c'est vrai qu'il y a quand même eu plusieurs films français sur la prostitution. Mais souvent, c'est assez... comme léché. Là. On pense à Jeune et Jolie de François Ozon, puis je me souviens plus d'autres. Il y en a eu d'autres plus vieux que, ça paraît bien quand même. Là. Puis peut-être que ce côté-là plus viscéral, un peu plus trash qui est abordé, qu'on est moins dans le consentement, si on veut. C'est moins fleur rose, là, fleur bleue. Là. À l'eau de rose. Ça, bref, fait que c'est peut-être ça qui a intéressé les gens. Puis je pense que son distributeur, il avait aussi distribué... Une colonie de Geneviève Duluth de Sel de mémoire. Fait que c'est quelqu'un qui tripe sur les films québécois. Comme on a des distributeurs ici qui distribuent que des films français. Fait que bref, tant mieux. Bravo. On souhaite tout le succès. Surtout qu'ici, ça a eu un succès d'estime, mais ça n'a pas tant cartonné. Je pense que les gens avaient peur du film un peu peut-être, mais là, il est disponible en numérique sur plein de plateformes. Je vous invite quand même à l'écouter. C'est vraiment une œuvre... utile et nécessaire. C'est ça, exact. Pas juste bouleversant pour être bouleversant, mais c'est vraiment quelque chose qui guette tout le monde, puis les ados, et etc. Fait que, bref, Noémie dit oui de Geneviève Albert. Puis je pense que ça va ouvrir aux États-Unis aussi à suivre. Fait que même si ici, ça fait 1 an puis que le film n'est plus à l'affiche, mais le parcours international là, se poursuit. Ah, ben c'est super. Avais-tu une autre... oui, moi je termine nouvelle de dernière minute. Dernière minute, c'est arrivé hier soir. C'était la remise des prix écran canadiens. Donc, bravo
renvoie à l'équipe de 23 décembre qui ont remporté le prix Bobine d'or, je pense. J'ai perdu ma nouvelle, mais Billet d'or. Billet d'or, c'est probablement ça. Donc, pour le film qui a le plus grand box-office. Film canadien. Film canadien, effectivement. Et c'est souvent le cas que c'est des films québécois qui l'emportent par défaut. Mais c'est cool. Mais c'est international, le box-office, ou c'est comme le box-office international d'un film canadien, genre? C'est le box-office total. Le box-office juste canadien du film. Bonne question. Ça doit être canadien, je peux pas Parce que, tu sais, Crimes of the Future aurait... Ouais, c'est ça. Il y a des années, peut-être qu'un Cronenberg aurait pu surprendre, mais là... Non, ça doit être vraiment territoire canadien. Ouais, ça doit être ça. Ouais, parce que tu fais plus que 2 millions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste territoire canadien. Je suis pas mal persuadé. Et c'est le film Brother qui avait pris l'affiche il y a quelques semaines, mais malheureusement rapidement disparu, qui a remporté pas mal de prix. J'ai pas le total, mais en tout cas les plus prestigieux. C'est ça, il y avait comme 11 nominations. Là, il était 18, je pense. Il était partout. Là. Ça a été... écoute, c'est l'année Brother au Canada anglais. Puis, c'est un très bon film, très bon drame, justement. Comme je me souviens que je disais qu'il n'y avait justement pas cette espèce d'aspect visuel cheapo que des fois les films canadiens ont. Mais par contre, il est arrivé peut-être avec la mise en marché un peu dernière minute. On a ça, c'est super hot finalement. Puis, il aurait peut-être dû attendre puis le sortir après les prix. Surtout avec autant de nominations, on aurait un petit peu plus entendu parler. Quitte à faire une petite sortie limitée, Toronto, une coupe d'écran, puis après ça, tu l'ouvres. En tout cas. Ouais, peut-être une occasion ratée au niveau marketing. Et voilà. Et dernière nouvelle, le Téléfilm Canada a annoncé les longs métrages qui recevront un financement pas vu ça passer, pour l'année là, donc ils vont tomber imminemment en tournage. Et il y a Ricardo Troggi avec son prochain film qui s'appelle 1994-1995. OK. Là, ça va chevaucher les 2 années. Charnière sur ces 2 années-là, qui va être le 4e volet de son autobiographie comique, là. Je sais pas jusqu'à combien il va se rendre comme ça, jusqu'au monde contemporain. Ça serait assez drôle qu'il arrive juste, mettons, qu'à Québec-Montréal, puis on voit comme les coulisses du tournage. Ouais, c'est ça, mais là, il faudrait que tu trouves un jeune Patrice Robitaille, puis un jeune Jean-François Pearson, puis je sais pas trop. C'est drôle. Donc, ça va être ses premières années de cinéaste, premier fait d'armes de court-métrage et tout ça. Probablement, ouais, c'est ça. Y avait-tu fait la course Destination Monde, lui? Oui, je crois que oui. Et écoute, moi, j'ai commencé, quand je suis arrivé à Québec, j'avais côtoyé Spirafilm, qui était la petite bande, la petite boîte ici à Québec qui fait beaucoup de courts-métrages, dont eux et Francis Leclerc et tout ça faisaient partie. Donc, Ricardo, moi, en 96, donc avait déjà quitté pour Montréal, mais à Québec, c'était comme un peu une légende là, du court-métrage. Là. Il y avait fait 2-3 trucs. Dans je pense qu'il y avait une espèce de parodie de C'est arrivé près de chez vous, là, avec Patrice Robitaille, mais là, le nom m'échappe. Avec Patrice, fait qu'il y avait déjà cette aura-là. Il était déjà dans la comédie aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce créneau-là. Donc, fait que 94-95, ça a bien du bon sens que c'est ça, là. Fait que ça va être... hâte de voir. Ouais, c'est ça. Surtout que le personnage, une fois qu'il est réincarné par Jean-Carl Boucher, une espèce de... Tu sais, il y a une certaine bonhomie, là, un peu bonasse, mais caractériel qui est toujours en train de sacrer comme tout. Fait que j'imagine bien les péripéties qu'il peut avoir sur un tournage ou juste en financement ou n'importe quoi. Fait que bref, à découvrir, j'imagine, dans 1 ou 2 ans, selon combien de temps ça prend à monter et éditer tout ça. Il y a Anne Aymon qui va tourner L'Univers soufflé. Elle, en fait, on attend en 2023 son prochain film, La Meute, avec Guillaume Cyr notamment. J'avais vu des extraits à Ciné-Québec. Ça a l'air vraiment bon pour La Meute. Fait qu'elle aussi, elle enchaîne les projets. Et nos amis de chez Parallax, là, eux qui produisent Faradar, on va débuter cette année le tournage pour La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé, lui qui avait fait... mais il n'a pas fait des grands succès de cinéma, malheureusement, parce que Ça sent la coupe avait un peu foiré au niveau peut-être marketing. Grand Ours aussi, que je pense avait connu un certain succès d'estime. Là. C'est un des rares... suite de films de séries télé québécois. Là. Moi, je tripais bien gros Grand Ours quand j'étais jeune. Mais je pense que la série télé a plus marqué que le film. Ouais, c'est ça. Je sais que je les ai vus, mais j'ai pas tant de souvenirs de l'ensemble de ce qui se passe. Je me souviens que j'aimais ça. J'avais découvert Fanny Mallette là-dedans. Et pour chez... les films Opal, il y a Villeneuve, qui va être le drame historique sur le coureur automobile Gilles Villeneuve, qui va être réalisé par Daniel Roby, en plus, lui qui a fait
la plupart de ses films en France depuis quelques années. Mais il a quand même fait Louis Cyr et Funky Town aussi au Québec. Puis je pense qu'il en a lancé 8-9. Là. Vous pouvez regarder les autres, mais bref, c'était sûr que je voulais discuter. Excellent. Moi, c'est ça pour les nouvelles. Si on veut aller, il y a eu aussi plusieurs bandes-annonces. Oui. Quelques bandes-annonces d'horreur un peu plus indie, là, comme Talk to Me des studios A24, The Last Voyage of the Demeter qui met en scène Dracula sur un bateau. C'est le comeback de Dracula. Oui, Dracula est à la mode beaucoup. Ce qui peut rappeler, ça, je te dis un peu la scène de Morbius quand il découvre ses pouvoirs puis qu'il tue tout le monde sur le bateau, mais genre version 1700 quelque chose. Dans le roman, c'est probablement la traversée de Dracula. Parce qu'à un moment donné, il embarque... je pense qu'il quitte la Transylvanie vers quelque part. En tout cas, il me semble que ça fait partie du roman, ou en tout cas, c'est peut-être dans un des films d'époque. Fait que probablement que Morbius, c'était un petit clin d'œil à ça. Ah, peut-être. Fait que, je trouve la prémisse intéressante, mais est-ce que ça va intéresser le grand public? Je sais pas. Je sais pas. Puis, tu sais, c'est André Hofdahl, je pense que c'est un Suédois, en tout cas, scandinave. Lui qui a fait Scary Stories to Tell in the Dark, puis d'autres trucs, courts-métrages et longs-métrages, il baigne dans l'horreur beaucoup. Mais c'est un film qu'on sort au mois d'août. Fait que mois d'août, on sait jamais si c'est des petits coups de circuit, pas des petits coups de circuit, mais des petits coups sûrs que un bon petit tu vas te démarquer par rapport au reste, mais ça veut dire que c'est pas un gros canon là, pour le distributeur nécessairement. Là. C'est rare qu'un film d'horreur, à part Jordan Peele, là, est un gros canon. Là. Mais dans les plus notables, The Marvels, donc l'ensemble de tous les personnages, pas de Marvel, mais de Captain Marvel, la jeune Miss Marvel puis l'autre qu'on avait vu dans un univers parallèle. Non, c'est la fille de Monica Rambeau, qui était son amie dans le film, dans le premier Captain Marvel, qui était son amie pilote. Donc, mais c'est juste qu'elle a assez vieilli ou elle vient d'un autre univers pour avoir son âge. En tout cas, la bande-annonce est très cryptique. Non, c'est sa fille à elle, parce que dans le fond, avec le blip, il y a comme le gap de 4 ans. Fait que ça, 5 ans. Ouais, c'est ça. Ou même, c'est ça. En tout cas, fait que je pense que c'était dans la série de le WandaVision qu'on voyait ce personnage-là. Ah, ce que je n'ai pas vu. Voilà. Ah, c'est ça. Je savais. Éventuellement, ça va me rattraper de ne pas avoir vu les séries. Mais oui, c'est vrai, la bande-annonce, on ne connaît pas grand-chose de l'histoire ni de l'enjeu. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a l'air d'avoir... Parce que les filles ont l'air d'avoir... Leur pouvoir interchangé. Oui, c'est ça. Fait que quand ils agissent, elles swappent de place, peu importe où elles se trouvent dans l'espace-temps. Mais qu'on comprend qu'elles vont réussir à travailler les trois ensemble pour faire quelque chose. Je sais pas c'est qui l'ennemi ou la menace. Non, c'est ça. Mais c'est Disney Marvel. Fait que ça, c'est quasiment la bande-annonce teaser. Puis là, on va en avoir une autre cet été. Puis on va en avoir une autre un mois avant que le film sorte en novembre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit Goose, le retour du chat Furkin. Le chat qui mange tout le monde avec ses tentacules. Ouais. Puis, mais je trouve que ça a l'air très cool sur, évidemment, un trame sonore de Intergalactic des Beastie Boys remasterisé pour les bienfaits du montage. Moi, je sais pas, ça a l'air de garder le ton aventure et comédie à la hauteur des Marvel. Là. Je trouve pas que ça a l'air d'un sous-classe. Non, tout va dépendre de l'enjeu puis de l'histoire, finalement. C'est ça. Mais on dirait que les fans deviennent tranquillement des white boys picky, là. Puis le fait de voir toujours été, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, il s'affiche de plus en plus, là. Fait que, à l'époque, quand Captain Marvel était sorti, le monde mettait des mauvaises critiques avant même de le voir juste parce que c'était une fille, là. Puis comme ça, pas de bon sens, là. Toxique, ça va. Fait que là, il va y en avoir 3 femmes en lead. Fait que... puis avec une afro-américaine, une indienne. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, attendez-vous à du backlash sur les réseaux sociaux. Du backlash non fondé. Voilà, tout à fait. Fait que, mais moi, je suis bien curieux. J'ai quand même hâte de voir. Ça me remet dans le bain. J'avoue que c'est quand même un deuxième volet, mais le fait d'intégrer autant de personnages, je trouve ça plus frais que juste les énièmes aventures de Ant-Man 3. Je suis comme, OK, mais encore, genre. Quoique, Gardien de la Galaxie 3 aussi, je suis comme curieux, mais c'est pas la même excitation, je trouve, que quand c'est un nouveau personnage, un nouveau comédien. Brie Larson, on l'a à peine vu, finalement, là. Une fois dans son film, à la fin de Avengers, puis c'est tout, là, t'sais. Puis ça va être surtout, en fait, l'ajout de Miss Marvel, qui est une des séries, moi, que j'ai vraiment aimé. Vraiment plus au ton ado qui fait penser beaucoup au Spider-Man, très dynamique, fait que son personnage, je pense, va amener une belle dimension d'humour et d'innocence, de naïveté à tout cet univers. On le voit dans mon annonce, qui est comme on est une équipe, les autres, c'est comme
pas une équipe. Oui, parce que dans la série télé, elle est pâmée sur Captain Marvel. Là, c'est Ah, ça. ok. Oui, elle a des posters partout dans sa chambre. Tout ça, là, fait que elle rencontre son idole. Ben écoute, il y a comme un petit trou là, vu qu'ils ont décalé des films. Fait qu'il y a Ant-Man dans quelques semaines. Gardien de la Galaxie dans quelques semaines, le 5 mai. Puis les Marvel vont en novembre, puis il n'y a rien entre les deux. Fait que je pourrais essayer de faire mon rattrapage de séries télé, là, d'écouter une coupe, au moins. En tout cas, Miss Marvel. Ben peut-être Miss Marvel puis WandaVision, exact. Loki, ça peut peut-être attendre un peu. Ouais. Il y a ça et probablement le film que tu attends le plus cette année, toi. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Ouais. Ton titre favori? Oui, non. Mauvais titre, mais j'espère que le film va être à la hauteur. Mais on en apprend un petit peu plus sur l'intrigue avec cette espèce d'artefact qui semble pouvoir manipuler le temps. Oui. Évidemment, donc les nazis veulent mettre la main dessus pour changer le cours de l'histoire. Quand même, une bonne annonce qui détonne un peu parce qu'on utilise une chanson des Rolling Stones, je pense que c'est Sympathy for the Devil, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ça casse carrément avec la trame très classique des autres Indiana Jones. C'est sûr qu'on est Williams, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on est en 69. C'était probablement la chanson populaire du moment. Mais fait que ça m'a un peu décontenancé, mais sinon, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est juste pour la bande-annonce ou si dans le film, il va y avoir du needle drop comme ça. Écoute, ça va être à voir. Mais puis on voit que ça tourne beaucoup autour du personnage aussi de Phoebe Waller-Bridge, qui est comme sa nièce. C'est sa filleule. Ouais, parce que dans de ce que je comprends, c'est qu'elle est peut-être la fille du personnage dans le 4e film, John Hurt, qui était l'ami d'Indiana Jones, qui est un Britannique, John Hurt. Donc, la filiation semble être là, à moins qu'on introduit quelqu'un de nouveau, mais je pense que ce serait ça. Exact. Fait que parce que notre bon Indy de genre 80 ans, il peut pas tout supporter, toutes les cascades et l'aventure. Fait que ça lui donne un sidekick. Mais il a quand même pas mal toujours eu un sidekick dans ses aventures. Oui, tout à fait. Juste peut-être qu'on s'est dit, là, ils mettent un love interest, c'est peut-être moins ça. Ce serait un peu étrange. Et écoute, on va falloir aussi apprendre qu'est-ce qui en arrive de Marion, qui avait reconquis dans le 4e film, donc sa flamme du premier. Et de son fils disparu qu'on a l'air de pas vouloir nommer. Peut-être qu'on va donner une petite excuse. Oui, c'est ça. Il est en prison en Inde, je sais pas. Mais de ce qu'on voit, c'est que c'est un Indiana Jones qui prend sa retraite et va être ramené dans l'aventure. Parce que c'est ça, cette grande dernière quête, celle qu'il a toujours cherchée, mais qu'on savait pas, mais que finalement, il nous apprend que c'est ce qu'il cherchait tout le temps. Un peu comme son père avec le Graal dans le 3. Peut-être. Voilà. Alors, le 30 juin, pour Indiana Jones, qui, comme on disait d'entrée de jeu, probablement un des films de l'année si c'est au rendez-vous. Et pour boucler la boucle, qui va être présenté en première à Cannes quelques semaines avant sa sortie. Fait qu'on va déjà avoir des échos mi-mai de c'est-tu bon ou c'est pas bon. Je pense que ça va bien aller. Écoute, je me dis, s'ils prennent le risque de le montrer là, c'est parce qu'ils doivent y croire. Le Crâne de cristal, avait-tu été présenté à Cannes aussi? Je pense pas. C'est qui l'avait réalisé l'autre d'avant? C'était Spielberg. Ah, OK. Dommage. Peut-être qu'il était allé à Cannes. Peut-être, faudrait revérifier. C'est ça. Mais j'en parlais avec des collègues, puis il y en a qui l'avaient pas vu, puis tu sais, comme c'était un désastre, puis c'est pas si pire que ça. Non. C'est pas 100% de la boîte, là. Mais je trouve qu'il y avait un peu jump the shark, comme on dit, là, dans certains éléments, surtout d'entrée de jeu avec le fameux frigo, puis l'explosion nucléaire, puis tout. C'était l'époque où tu mettais du CGI dans tout en disant « Hey, ça paraît enfin bien, le CGI », fait que là... Je pense que toutes les scènes d'aventure étaient juste too much. Mais tu sais, l'intrigue comme telle avec les extraterrestres et tout, bon, t'adhères ou pas, mais c'est pas ça qui me dérangeait. Kate Blanchett, c'est une bonne méchante et tout. C'est juste que l'ensemble fait comme... là, vous avez trop twisté. Puis, écoute, la scène aussi à la Tarzan avec les lianes. Il y a tous les petits singes, puis tout, c'est ça. Il y avait quelques séquences un peu trop grotesques. C'est comme... t'as vissé tous tes boulons trop serrés, là, pour dire que ça va péter. Surtout que... Malgré que les scènes étaient spectaculaires dans les autres Indiana Jones, mais restaient toujours dans le domaine du crédible ou possible. Probablement parce qu'évidemment, c'est des trucages physiques, il n'y avait rien de numérique et c'est un peu le danger là, quand tu tombes avec ces outils-là. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire et ça fait que finalement, ça se peut pas faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près les mêmes périodes que... Il faudrait vérifier les années, mais aussi le Die Hard 4. Là. Ouais. Les Free au Die Hard, qui lui aussi, avec il y a de quoi de charmant, mais qu'à un moment donné,
Bruce Willis saute sur les pales d'un avion à réaction là, quand ils détruisent toutes les bretelles d'autoroute. On dirait que c'est les années où ils ont poussé les suites là, jusqu'à leur paroxysme, puis que le monde a fait « Ouais, c'est un peu trop. » Ouais, là, c'est ça. Oh. Voilà. Tu as fait le tour pour toi. Oui, on peut s'attaquer enfin. Sortie de la semaine. Bon, moi, je vais aller avec mon préféré, je pense. Vas-y. Ça va me faire plaisir. Alors, Renfield de Chris McKay. Ouais, lui qui était derrière les Lego Batman, entre autres. Le Lego Batman, mais je pense qu'il y en a un deuxième en latence, en gestation. Qui est Renfield? Renfield, c'est le familier, donc l'humain qui aide Dracula dans ses corvées. Qui existe dans le roman, là, qui fait partie vraiment du pas un personnage inventé. Toute la mythologie de Bram Stoker, là, quand on a créé Dracula et tout. Fait que ça fait des siècles, là, on se retrouve dans le monde contemporain, des siècles que Renfield aide Dracula, mais il sent qu'il est coincé dans une relation toxique par rapport à tout ça. Fait que c'est vraiment l'angle qu'on va apporter ici à cette histoire. Fait qu'on est en Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de corruption et de criminalité dans la ville. Fait que lui, il sert à y apporter des victimes pour que Dracula puisse les manger et refaire sa forme, là, puisqu'il a perdu beaucoup de force suite à une attaque de chasseur de vampires. Fait qu'on comprend que c'est à peu près tout le temps le cycle. Il devient super fort jusqu'à temps qu'il se fasse attaquer, puis il recommence à le rebâtir. Fait que bref, le personnage de Renfield est vraiment tanné de ça. Il veut sortir de cette relation toxique, mais ça sera pas si facile. Et c'est à peu près ça l'ouverture de l'histoire. C'est les deux Nicolas Cage, qui est un Dracula Coco Banane crazy qui joue le Nicolas Cage qu'on veut qu'il joue. Ça, c'est mais parfait. Avec je trouve qu'il évoque bien l'esprit de Bela Lugosi, donc le Dracula original et le plus populaire, connu probablement. Même physiquement, il les ressemble. Fait que je pense que le choix est intéressant. Et c'est Nicolas Hoult qui joue le certain Renfield, et il y a Aquafina qui joue une policière qui n'est probablement la seule policière pas corrompue de la ville. Fait que qui va se lier pas tant d'amitié, mais qui va se retrouver mêlée dans une espèce d'affaire judiciaire avec Renfield. Fait qu'ils vont être ensemble malgré eux dans toute cette histoire qui mêle les gangs criminels et le paranormal et les créatures mythiques. Moi, je dois avec Dracula, j'ai vu celui de Coppola. Je connais la mythologie derrière Dracula. Je sais c'est quoi un familier. Je savais c'était qui Renfield et tout. Mais j'ai pas vu les vieux films en noir et blanc. Comme au début du film, quand il raconte son histoire, on a recréé les séquences. Ouais, c'est ça, des premiers films de Dracula. Ouais. On dirait par contre que le take du Renfield qu'ils font, c'est pas le vrai Renfield, c'est plus comme l'agent immobilier, là. Lui qui était joué par Keanu Reeves dans... Mais je pense que c'était... Les deux personnages étaient très semblables de mémoire, là. C'était justement, il avait pris Renfield, puis il voyait dans Harker probablement le remplaçant de Renfield à ce moment-là, là, de mémoire. Puis, Renfield, comme c'est le familier, il y a aussi des super pouvoirs. Lui, quand il croque, il y a des insectes. Il y a quand même une espèce de force brute qui se dégage. Puis, il n'a pas besoin de se nourrir de sang et il peut aller à la lumière du jour. Et peut-être prendre le temps de spécifier que c'est bien une comédie d'horreur. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas dans le sérieux. On reprend cette histoire, c'est très ludique. C'est comme un thème et variation là, de l'histoire. Fait qu'au monde contemporain, c'est ça, tous les clins d'œil à l'univers, à tout ce que c'est super cool, mais écoute, il y a du démembrement avec des fontaines de sang, là, ça peut rappeler un peu un ton plus comique, mais tu sais, Kill Bill, là, le Kill Bill 1, la fameuse scène des Crazy 88, là, puis à peu près ça, à chaque scène de bataille, là, il arrache un bras puis il le plante dans le cœur de l'autre pour le tuer et tout, là, fait que c'est assez brutal. Pisse le sang. Oui. Alors, puis tu sais, il y a une certaine dentition, Nicolas Cage, là, il est comme que des canines, là, fait que c'est vraiment grotesque, il est toujours beurré de sang, c'est le prince des ténèbres, hein, finalement. Fait que moi, j'ai trouvé que peut-être on s'égarait un peu. Moi, je sentais qu'à un certain point, peut-être aux 2/3 du film, on était un peu perdu dans l'histoire, là, comme OK, puis c'est par là qu'on va aller. Puis là, l'histoire a comme réenchaîné. Toi, t'as pas senti ça. Mais écoute, j'étais peut-être plus critique, mais j'ai quand même j'ai ri à certains moments. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Puis comme on dit, c'est pas non plus une ouverture pour dire on va en faire 3, puis 4, puis 5. C'est juste, non, on a fait cette fantaisie-là, embarqué dans la proposition. Vous allez passer un bon temps au cinéma. Ça se veut drôle et un peu wash, mais c'est pas
c'est plus comédie qu'horreur. C'est-à-dire tout est dégueulasse, mais t'as pas peur jamais. Là. Non. Comme moi, la meilleure comparaison, puis je t'allais évoquer en sortant du film, c'est comme Kick-Ass sans les super-héros avec Dracula à la place. Donc, on est vraiment dans ce genre d'humour-là. C'est décalé, où pas qu'on se moque, on est révérencieux au genre, mais on s'amuse avec le genre. Et justement, c'est très graphique. L'humour est cartoon, c'est une bande dessinée là, qu'on voit à l'écran. Parce que ça devient quasiment aussi un body cop movie, là, un peu de OK, il faut protéger le criminel, une policière avec un normal qui se renvoie des blagues. Il y a toute une sous-histoire avec Aquafina qui est gros, mais c'est voulu. Avec son père qui est un policier. On joue beaucoup avec ces codes-là, avec les clichés du genre, effectivement, du film ça policier. permet de condenser. Ça permet que le film soit tight en 95 minutes plutôt que de dire on va tout le temps être pas aussi cliché que les gens pensent. Ben là, ton film va devoir durer 1h05 pour bien approfondir. Pas 1h05, mais 105 minutes, 1h45, quelque chose comme ça. Puis là, on trouvait ça un petit peu trop long pour la proposition. Et moi, j'ai bien aimé Aquafina dedans, que j'avais bien aimé dans Shang-Chi aussi. Mais évidemment, c'est un humoriste, donc elle a le sens du punch et tout ça. Mais fait-tu du stand-up aussi? Je pense que oui. Okay. On a peut-être déjà fait. Je ne sais pas si on en a fait encore, mais en tout cas, vraiment aimé. Puis justement, c'est le film a un côté très bande dessinée. C'est que l'histoire, un des producteurs et l'idéateur, lui qui a pitché, comme on dit, l'histoire, c'est Robert Kirkman, qui est connu pour sa série The Walking Dead, entre autres. Donc, quand même, un bon nom. Puis lui, c'était vraiment inspiré de What We Do in Shadows de Taika Waititi. Oui, on a un peu ce feeling-là. Moins absurde dans l'humour, mais... On joue quand même avec les codes du film. En fait, on est comme absurde dans le gore du film, c'est ça. Tu sais, comme il y a une espèce de bataille dans la cour intérieure des appartements en plein jour, puis tout le monde se démembre, puis se gonne, puis se tue, puis ils s'en vont, puis c'est correct. Fait que juste ça, c'est absurde dans l'ensemble, là, que ça se produise, puis que on fait comme si de rien n'était. On a eu chaud. Hein? Okay. Donc, à voir si vous aimez ce genre de film-là, d'humour-là, moi, j'ai vraiment passé du bon temps. C'est ça, un peu ce qu'il y a eu récemment avec Cocaine Bear ou quelque chose comme ça. Là, ce cinéma qui... un cinéma de genre, mais facile, là. Parce que c'est léger. Je prends pas au sérieux exactement ça, je veux dire par facile, léger, comme tu dis, là. Qui s'écoute bien un vendredi soir, voilà. tu vas aller où? Parce que je sais que restons dans le semi-fantastique, est-ce qu'on peut dire ça? Les 5 diables de Léa Mysius. Oui, un film français coécrit par Léa Mysius et Paul Guillaume, ils ont souvent travaillé ensemble, en fait. Elle avait fait Ava en 2017. Léa Mysius est aussi co-scénariste dans la vie récemment sur... est scénariste, mais ça donne qu'elle est co-scénariste, là. Sur Stars at Noon de Claire Denis, sur les Olympiades de Jacques Audiard aussi, qu'on avait bien aimé l'automne dernier. On va suivre principalement Vicky, qui est une petite fille un peu étrange et solitaire, mais elle a un don particulier. Elle peut sentir... Son odorat est ultra développé, puis elle est capable donc de reproduire ces odeurs-là qu'elle va collectionner dans des bocaux à la maison. Et elle est en adoration devant sa mère. Et ils vivent un peu, pas les beaux jours, tu sens que c'est un peu singulier. Ils sont dans un petit village proche des Alpes, un tout petit bled un peu perdu. Leur histoire centre beaucoup autour du centre sportif qui s'appelle justement les 5 Diables. Sa mère est prof de natation, de coach de workout aquatique. Elle s'occupe de la piscine, etc. Puis, ça va venir un peu jouer. Sa mère est blanche, jouée par Adèle Exarchopoulos. Son père est noir, donc la petite fille est une des pas mal seule noire du village aussi. Et éventuellement, la sœur de son frère, que la jeune fille ne connaît pas, va arriver. Elle sent que c'est un peu mitigé entre ses deux parents, qu'elle ressoude de nulle part. Puis, elle va trouver qu'elle sent un peu singulier, un peu bizarre. Elle va vouloir recréer son odeur dans des bocaux, mais quand elle va le sentir, ça va la faire s'évanouir et elle va se retrouver dans le passé ou dans des rêves et qu'elle va tranquillement pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 10-15 ans. Oui, parce qu'il y a comme un secret caché par rapport à sa mère. Oui, c'est ça, de l'histoire de ses parents, de cette tante-là, et etc. Fait que c'est comme le film aurait pu être linéaire et
super simple, mais le fait d'ajouter cette petite dose de fantastique-là, qui n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment juste côté fantastique, tu acceptes qu'elle peut faire ça. Même au début du film, sa mère comme réalise un peu à quel point sa fille, son odorat est développé. Puis ça vient ajouter beaucoup de magie et je trouve que c'est comme une des forces du cinéma. Là, ça pourrait être un conte d'une certaine manière, une espèce de fable, mais c'est comme une histoire contemporaine. C'est vraiment intéressant. Je sais qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, j'ai trouvé la proposition vraiment originale. Et je trouve que le film a comme un petit peu un vibe à la Jordan Peele, avec un peu moins de budget peut-être, mais ça répète son premier film. Parce qu'il y a le côté tout afro-américain, tout ça qui est présent. Ben là, évidemment, c'est afro-français. Afro-français. Afro-européen. Mais je trouvais ça intéressant. Et visuellement, c'est vraiment très, très beau, la région qu'on nous présente, justement. C'est les lieux et tout ça, l'environnement. On est dans les montagnes, un peu la campagne, tout ça. Donc, plus montagne que campagne. J'ai trouvé... c'est pas un grand film renversant. On n'est pas dans le style Six Sense où on arrive avec des gros punch, mais... l'air de mystère qui plane tout le long nous garde scotchés. On a le goût de voir OK, ça s'en va où. Et les comédiens sont vraiment très bonnes. La jeune comédienne. Puis effectivement, la relation avec la mère, Adèle Exarchopoulos, est toujours excellente là, comme comédienne. Puis fait que c'est ça, il y a beaucoup de thèmes qu'on va naviguer au travers de ça, le racisme, l'homophobie, un peu de peut-être bisexualité. C'est ça, comme on dit, c'est un mélange de genre-là qui est comme un peu un coming of age, parce que la jeune fille qui a comme 8-10 ans a grandi au travers de tout ça, dans ce genre de drame familial-là. Puis, ça lui permet comme tout de suite de comprendre la complexité du monde adulte. C'est un peu ça. À travers ses yeux puis les souvenirs un peu qu'elle va voir dans le passé, elle va réaliser que tout le temps à cet âge-là où tu penses que tes parents, c'est des adultes puis qu'ils sont en contrôle de tout. Un peu. Puis à un moment donné, en vieillissant, tu fais mais dans le fond, là, quand j'avais 7 ans, vous aviez comme 20, vous aviez 30 ans, qu'est-ce qui se passait? Puis c'est comme, t'es bien perdu, tu sais. Ou moi, j'avais déjà eu cette réflexion-là, c'est autre chose, mais c'était un professeur, là, je pense que je l'avais déjà parlé. Là. J'avais un prof d'anglais on le trouvait jeune, puis ben smart, puis tout. Puis plus tard, je me suis retrouvé à jouer au hockey avec lui, puis... j'ai fait, dans le fond, quand tu nous enseignais, là, quand on était en secondaire 1 puis 2, il disait, j'avais genre 25 ans, puis c'était ma première job, puis des fois, je rentrais le lendemain de veille, puis je savais pas ce que je faisais, mais fallait que je construise ma carrière, puis ma pédagogie et tout, tu sais. Fait que c'est pareil pour des parents, là, tu sais. Chaque phase est la première fois que tu le vis, chaque fois qu'un enfant te pose la question, surtout un enfant unique, c'est la première fois qu'on te pose la question, tu sais. Fait que ça fait beaucoup en relation de genre, tu sais, est-ce que tu m'aimais avant que je naisse? Puis c'est comme, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, tu sais? Si je te dis oui, c'est comme bizarre, mais je peux pas dire non. C'est comme, fait que tu essaies d'expliquer ça un peu comme des enfants qui veulent savoir c'est quoi la mort, puis etc. Fait que, très intéressant. Bref, Les 5 Diables, j'ai oublié de noter, mais ça avait gagné des prix, je pense, au César. Ça a eu quelques nominations. Oui, en nomination, entre autres, pour les effets visuels, je pense que j'avais vu. Ouais. Mais de mémoire, je pense pas qu'il n'avait remporté. Ce qui est quand même une petite anecdote intéressante, c'est la direction artistique, c'est la sœur jumelle de Léa, c'est Esther. Ah ouais, OK. Donc, fait que c'est quand même drôle. Puis, moi, j'ai vu... ouais, c'est intéressant. J'ai vu que Paul Guillaume, qui est co-scénariste, c'est également lui qui a fait la direction photo. C'est ça. C'est un film qui a été tourné en 35 mm. Puis j'ai lu une petite entrevue sur eux autres. Puis, tu sais, c'est pas pour être fraîchier parce qu'ils comparaient au Christopher Nolan puis Tarantino. Puis, ils disent non, c'est juste qu'à un moment donné, l'histoire, c'était ce grain-là qu'il fallait. Puis je pense qu'Ava aussi l'avait tourné le film précédent de Léa, il l'avait tourné en 35 mm. Puis il disait, à un moment donné, on va avoir un projet qu'on va dire, OK, ça prend du numérique, mais ceux-là, c'est comme, ça n'aurait pas eu la bonne essence. Puis c'est vrai, il aurait pu simuler les grains ou des affaires comme ça, mais tant qu'à ça, tu prends l'original puis tu as cette espèce de chaleur-là. Ouais. C'est vrai que ça paraît. Quand tu regardes pas souvent de films, tu t'en rends pas compte, mais quand tu le sais, il y a... Il y a un petit quelque chose de plus à l'œil. Là, c'est comme la photo numérique et la photo argentique. C'est pas pareil. Voilà. Et fait que Les 5 Diables, d'après moi, c'est une sortie assez limitée pour le Québec en ce moment. Si vous y avez accès, tant mieux. Je trouve que c'est aussi un film qui est pas déroutant, mais qui est vraiment intéressant à discuter. Original, justement des prémices, puis comment c'est abordé, puis comment c'est vécu. Puis
tout le monde est brillant dans ce film-là. Puis la petite fille aussi est super bonne également parce qu'elle parle pas tant que ça, elle est en observation beaucoup, fait qu'elle est en réaction et en observation. T'sais. Fait que voilà. Tu veux aller où? Allons avec Les Femmes du Square de Julien Rambaldi. Oui, on va suivre Angèle, qui est une jeune femme de, je dirais, peut-être fin vingtaine, ivoirienne, à Paris, en France, qui s'en est toujours sortie grâce à sa vivacité d'esprit, puis son culot, puis qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, qui n'avait pas hésité à mentir pour s'en sortir, mais pas construire des gros mensonges, mais juste des petits mensonges le temps que ça l'arrange, mettons. Puis là, elle a comme des dettes envers un gang où elle vendait de la camelote, là. Tu vois, pas de la drogue, mais des fausses sacoches, puis des produits contrefaçon. Fait qu'elle comme se sauve un peu, puis se trouve une job comme nounou pour le jeune garçon Arthur qui a 8 ans, puis son petit frère de genre 6 mois, auprès d'une madame riche qui est un peu empoignée en instance de divorce, jouée par Léa Drucker, et qui travaille toute la journée. Fait que, bref, elle s'occupe, Angèle va s'occuper des enfants. Et là, elle va découvrir au Square, au petit parc commun, toutes les autres aussi ivoiriennes et femmes noires qui s'occupent des enfants de toutes les autres familles et qui n'ont pas nécessairement des bonnes conditions de travail. T'sais, de base, ça va, mais rapidement, ils ont des heures supplémentaires pas payées ou ils se font retrancher des heures juste parce que la mère est revenue une demi-heure plus tôt, elle coupe une heure, des choses comme ça. Fait qu'elle, qui n'a pas la langue dans sa poche, elle va décider d'aller les défendre en se faisant passer pour une avocate. Elle va se retrouver dans son chemin avec un vrai avocat éventuellement qui va être quand même sensible à leur cause et à son charme. Puis bref, est-ce que aussi tout son passé va finir par la rattraper dans cette situation où elle veut beaucoup aider, mais peut-être qu'elle va nuire finalement à tout ça? Il y a comme une petite notion de syndicalisme et tout, là, sans vraiment c'est pas ça qu'ils vont aborder parce que tu es des travailleurs autonomes, mais juste de se faire respecter dans l'apport que tu fais. T'sais. Surtout que tu t'occupes des enfants qui sont supposés être la chose la plus précieuse pour ces gens-là. T'sais. Puis on voit aussi rapidement la dichotomie entre, elle se retrouve nounou pour des gens qui ont quand même beaucoup d'argent, là, sont pas pour comme des directeurs de ressources humaines, là, sont vraiment pour les directeurs de la grosse chaîne d'épicerie, puis des PDG, choses comme ça. Médecins, avocats et compagnie. Ouais, voilà. Là, puis c'est vraiment la dichotomie, je pense que Julien Rambaldi voulait montrer entre comme leurs petits appartements crasseux qui s'occupent de leurs enfants puis qui leur achètent des jouets au Dollarama, puis les grands appartements blancs là, qui... même moi, j'écoutais le film, j'ai pas vécu à Paris, puis j'ai fait, ça, c'est un appartement de riche, là, parce que ce grand-là, fait que des plafonds de 12 pieds, c'est sûr que ça coûte une fortune. Là, alors qu'ici, souvent, quand on met de la richesse, on met une grosse maison en banlieue et tout. Mais si tu vis à Paris, c'est différent, évidemment. C'est Aye Aïdara qui joue le personnage principal. On l'avait vu dans C'est la fête de Olivier Nikiché et j'ai oublié l'autre, là, ceux qui avaient fait... Intouchable, c'est un film suivant des organisateurs de mariage et tout. Elle avait un petit rôle, mais elle était très bonne. Fait que c'est un des rares premiers rôles qu'elle a. Puis son personnage est super bien incarné. Je trouve qu'elle joue vraiment bien toutes ces cartes-là entre un peu la comédie romantique, la comédie sociale, un peu le drame au travers de tout ça. Fait que c'est Julien Rambaldi qui, tu sais, je trouvais ça bizarre aussi parce que tout est permis, là, mais tu sais, t'as comme un homme blanc qui fait un film sur des nounous noirs. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Puis en fait, lui a une période de sa vie où il y avait de nounous pour leur enfant, puis c'est ça qui a inspiré son film, c'est qu'il a réalisé que leur enfant connaissait beaucoup plus de choses sur la vie personnelle de la nounou, ses maladies, ses enfants, sa famille, que lui. Puis c'est probablement à cause du lien de patronat employé que tu as envers la gardienne des enfants. T'sais. Fait qu'il a voulu attaquer ça. Puis c'est pour ça que le personnage de Arthur, le jeune garçon aussi, qui a, soit dit en passant, une coupe de cheveux horrible. C'est dégueulasse, sa coupe de cheveux. Une espèce de coupe champignon puffy, mais padée. C'est Nathalie Simard, mais encore plus... ou j'allais dire le kid dans le Shining aussi, là, un petit peu. Là,
mais genre... C'est ces années-là. Ouais. Trop de volume pour ça, là. Fait que... mais il est super bon. À un moment donné, ça passe, puis là, tu dis « Ah non, ça va être ça tout le long. » Mais finalement, il est super bon, ce gamin-là. Puis tu vois que lui, il s'attache à Angèle, au personnage. Puis la dynamique entre les deux est super cool parce qu'elle est pas... On n'est pas trop dans le cliché de « Elle va lui montrer à faire n'importe quoi. » Puis tout, tu sais, elle prend son travail au sérieux. Il n'y a pas de montage de genre « Ah non, faut changer une couche, c'est dégueulasse. » Tu sais, c'est pas ça, là. Oui, elle fake ses papiers puis son expérience pour avoir la job, mais elle en prend soin, tu sais. Puis on va comprendre qu'elle aussi, elle a un passé de mère, justement, dans tout ça. Fait que... un film très, très solide au niveau de la réalisation du jeu. Très bien fait. Je veux dire, si vous aimez ce genre de film-là, écoute, justement en l'écoutant, je me dis, on retrouve des éléments d'Intouchable. Il y a cette histoire-là classique ou ce thème classique-là du poisson hors de l'eau. Donc, un personnage qui arrive dans un univers qui lui est complètement étranger, tout ça, elle apprend à naviguer là-dedans. Mais on évite les clichés du genre. C'est vraiment, on n'est pas dans... On n'est pas non plus dans l'eau de rose que les Américains auraient pu faire avec ça. On aurait comme donné une touche tout édulcoré. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça demeure quand même très, très réaliste, très possible. Donc, vraiment une belle surprise. Il y a une couple d'affaires légalement, parce qu'elle tombe un peu dans le droit. Là, elle se prétend pas longtemps avocate, mais elle se fait aider par l'autre avocat et tout, qui lui se retrouve entre l'arbre puis l'écorce parce qu'il doit protéger les intérêts des riches qui sont finalement les employeurs, mais aussi il veut protéger les femmes et ses amitiés de elle qui travaillent pour ces personnes-là sans qu'on sache que lui est pogné entre les deux. Bref, il y a une couple d'affaires évidemment arrangées avec le gars des vues, comme on dit, là, des scénarios pour que le film se tienne en 1h45. Puis que... Il y a un côté feel-good un peu. Là, c'est ça. Oui, parce que... Mais c'est pas trop édulcoré, comme on disait, pour que ça soit finalement insipide. Il reste des bons nutriments dans ce film-là. Fait que je vous souhaite un bon succès. C'est un bon timing pour ça, début de l'été et tout. C'est encore bien au milieu du printemps, là, mais vous voyez ce que le beau temps sort et tout. Il y a de quoi de très positif à ce film-là. Vraiment. Et sans être moralisateur non plus, évidemment. Je te laisse aller parce que les autres, j'ai pas eu la chance de tout voir. Bon, j'essaie d'aller un peu plus rondement parce que là, on approche déjà l'heure, 1 heure d'enregistrement. Le suspense politique, La syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foy, Yvan Attal, Pierre Deladonchamp, une bonne brochette d'acteurs. Oui, tout à fait. On va suivre l'histoire de Maureen Kearney, jouée par Isabelle Huppert, qui est une représentante syndicale chez Areva, qui est une grosse multinationale du secteur nucléaire. On est en 2012 à peu près, quand... on est en 2012, quand Maureen Kearney est devenue un peu lanceuse d'alerte, là, donc elle s'est mise à donner plein de tracts partout où est-ce qu'elle était pour essayer de dénoncer un secret d'État qui aurait une entente entre la France et la Chine pour le nucléaire, ce qui pourrait éventuellement faire perdre plusieurs emplois. Fait que c'est pour ça qu'elle, puis plusieurs dizaines de milliers d'emplois. C'est pour ça qu'elle se mêle de ça en tant que représentante syndicale. Elle veut protéger les jobs. Sauf que rapidement, on va dire que c'est pas à elle de se mêler de ça, qu'elle n'a pas les connaissances pour faire ça. Elle n'est pas chimiste ni dans la haute sphère administrative ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que finalement, elle emmerde pas mal tout le monde. Mais elle continue son combat, puis éventuellement, elle va être victime d'une agression très violente à son domicile. Et là, on va enquêter là-dessus et se demander si elle n'aurait pas elle-même simulé toute cette agression-là pour mettre son combat, mettre en lumière son combat. Ce thriller politique-là, ce qui est très spécial, c'est que c'est une histoire vraie. Ouais, c'est ça que je me demandais. Ouais, tous les noms qu'il y a dans le film, Maureen Kearney, tous les autres personnages, c'est les vrais noms. Okay. Et ce que Jean-Paul Salomé, c'est qu'il a découvert d'abord le livre écrit par la journaliste Caroline Michel Aguirre, qui avait écrit un livre sur l'affaire. Puis là, il a travaillé avec elle un peu pour être sûr de bien écrire. Et plus tard, je pense qu'il a rencontré aussi Maureen Kearney, qui a comme donné l'aval au projet. Là. Elle a dit, bon, il y a certaines choses que j'aurais pas dit ou faites exactement comme ça, mais l'ensemble des événements et ça. Moi, j'avoue que la bande-annonce était très accrocheuse. Donc, est-ce que c'est un peu à la hauteur? Oui, c'est un film. C'est sûr que il dure 2 heures. C'est pas si fou comme durée, mais on est dans le politique. Parce que le but, c'est pas nécessairement de comprendre tout ce qu'elle a compris, plus que de comprendre tout ce qu'elle a vécu. Okay. Fait que
au travers de cette agression-là, à un moment donné, c'est que l'enquête était un peu botchée. C'est Pierre Deladonchamp, qui joue le préfet policier en charge de tout ça, a l'air à comme un peu tourner les coins ronds pour rapidement dire bon, ça va être ça. T'sais. Mais de son côté, c'est parce qu'ils disent beaucoup qu'elle n'a pas l'air d'une vraie victime de... Elle se comporte pas nécessairement. Ouais, c'est ça, de viol puis d'agression. Mais c'est juste dans sa personnalité, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs moments, elle se retrouve en cours, puis elle va dire, tu sais, c'est quoi la victime parfaite, là? Puis ça, un peu que Maureen Kearney, tu sais, elle-même a dit, ben, c'est un peu de même, je me suis comporté, mais c'est parce que tu veux juste être... Fallait qu'elle continue son combat, là. Il y a un moment, elle dit, moi, j'aurais pas déclaré, là, si la police s'en était pas rendu compte, j'aurais juste fermé ma gueule, puis j'aurais continué mes affaires, mais là, je me retrouve sur la place publique avec cette affaire-là, tu sais. Fait qu'il y a pas trop de scènes de bureau pour ce genre de trucs-là, là, du scène de monde en costard. Tu vois aussi qu'il y a un clash de classe sociale. Elle, comme est représentante syndicale, ben, tu sais, comme les autres employés un peu, là, elle va changer beaucoup souvent de paire de lunettes, elle se met beaucoup de maquillage. On dirait que c'est sa manière de se mettre un peu une armure pour aller affronter tous ces messieurs-là. Mais... Ben, pas sans le sou, là, mais elle n'est pas dans la même strate que les autres, elle n'est pas à la même table, elle fait juste, c'est vraiment une épine dans le pied de beaucoup de monde, tu sais. Puis le film se passe à un moment aussi où, tu sais, c'était le personnage de Marina Foïs qui était plus en charge, puis qui a été remplacée par quelqu'un d'autre parce qu'elle était rendue à la retraite ou je sais pas quoi. Puis, fait que là, ses relations professionnelles sont plus difficiles le personnage de Huppert et tout. Fait qu'il y a le petit côté, tu sais, Erin Brockovich là, de Soderbergh là-dessus, surtout comme c'est dans le nucléaire, elle, c'est plus pour protéger les emplois, mais il y a quelque chose de quand même assez écologique à tout ça. Puis, ben, tu sais, la fin du film est traditionnelle, c'est-à-dire que là, on va avoir des images un peu plus fixes avec les petites écritures qui vont dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec telle puis telle personne, puis avec finalement c'est tout ce que... l'alerte qu'elle lançait, comment ça finit. Ben là, je vous le dirai pas, je vais pas vous le spoiler ici, c'est sûr, vous pouvez juste aller lire sur l'affaire si vous voulez. Mais je recommande ce film-là, et Isabelle Huppert est toujours... C'est vraiment une très, très grande actrice, fait que c'est pas une performance de grand monologue shakespearien ou de Molière ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment juste comment elle va jouer cette femme-là qui veut paraître plus forte peut-être que ce qu'elle est réellement parce que elle bataille dans un monde d'hommes, là, finalement. Là. Fait que où les amitiés, les alliances ont l'air quand même assez fragiles là-dedans. Money talks, hein? Fait que, ouais, c'est ça pour La Syndicaliste aussi. Bon, plusieurs autres sorties. L'Exorciste du Pape, ce qui est plus un vrai film d'horreur ici. On n'est pas dans la comédie. De Julius Avery, lui, qui avait fait, entre autres, Overlord, qui était plus action-horreur il y a quelques années. De ça, c'est Russell Crowe, étonnamment, qui joue le père Gabriele Amorte. Gabriele, en fait, il est italien, qui va être dans une grande séance d'exorcisme d'un petit garçon, puis qui va découvrir que c'est une espèce de super puissance entité démoniaque qu'il possède. Un genre de Thanos. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être le démon, le diable lui-même. Et il va, pour ça, essayer il va tranquillement découvrir un secret de l'Église qui était caché depuis plusieurs années et qu'on l'a dit que c'est l'exorciste en chef du Vatican, l'exorciste du pape. C'est inspiré d'une vraie personnalité. Oui, en fait, c'est que Gabriel Amorte a vraiment écrit des romans sur sa job. Il était de 1986 à 2007, il était exorciste. OK, quand même assez récent, je pense. Oui, le film se passe dans ces années-là, là, dans le début de sa carrière un peu. Il a effectué entre 50 000 et 70 000 exorcismes. OK, quand même. Mais il a écrit 2-3 livres là-dessus, puis c'est ça qui a inspiré le film. Là. Mais il a vraiment affirmé par la suite, après sa retraite, qu'il a rencontré que quelques réelles possessions démoniaques. Peut-être une centaine de fois, quand même. Là. Mais sur les 50-70 000, là, il dit la plupart, c'était des troubles, entre parenthèses, troubles démoniaques, mais tu sais, de la maladie mentale. Ouais. C'est juste que l'Église catalogue ça différemment. Mais le personnage, quand il est joué dans le film par Russell Crowe, il dit la même chose. Okay. Il y a bien des cas qui disent non, c'est juste la maladie mentale, puis je vais aider comme je peux, puis j'aiguille, puis le monde pense qu'ils sont possédés parce que puisqu'ils sont très croyants, vont croire que c'est le diable qui est en eux ou c'est les parents qui vont croire ça, etc. T'sais. Mais là, dans l'histoire, c'est une vraie possession qui ramasse, évidemment.
Puis aussi, beaucoup l'appellent l'exorcisme du pape puis l'exorcisme du Vatican. Mais c'est pas son titre. Là. Il dit, je sais pas, genre le numéro 1. Dans le film, il joue avec ça, là, comme ils disent, mon boss, c'est le Pope. You got a problem with me, go talk to my boss, the Pope. Mais dans la vie, il dit non, c'est juste que vu que j'étais le plus connu des exorcistes, il y en a quand même plusieurs, on m'appelait l'exorciste du pape, parce que mais c'est pas un vrai titre qui existe. Là. On est tout égaux là, quand on est exorciste. Là, au niveau du traitement, est-ce que on est dans le plus réalisme ou on est dans la conjuration avec des trucs pas possibles? Là? Écoute, j'ai pas vu les conjurations, mais je pense que ça serait plus là-dedans. Là. Il y a du monde qui revole dans les airs puis se font projeter contre des miroirs puis tout. Pour rapidement, je pensais que ça allait être vraiment de la merde. Mm-hmm. C'est pas ça. C'est vraiment meilleur que je pensais. Je pense que Russell Crowe a fait ce film-là pour les bonnes raisons, pas juste pour l'argent, là. Je pense qu'il est vraiment investi. J'ai aimé le côté multilingue du film parce que ça m'énerve quand tout le monde parle anglais juste de même. Évidemment, c'est majoritairement de l'anglais, mais son personnage est italien. Il va souvent commencer en parlant en italien, puis c'est les autres qui vont dire non, on parle en anglais ici, même si, bon, des fois, tu dis, je pense qu'il aurait plus continué à parler en italien, mais bon, c'est correct. Au moins, on accepte le fait que c'est multilingue. Même, tu sais, la grande histoire, là, la famille, je pense que des Américains qui se ramassent en Italie, pas en Italie, justement, ils se ramassent en Espagne dans un château qu'ils ont hérité. Puis c'est là que les possessions vont commencer chez le jeune garçon. Tu sais, eux, ils parlent en anglais parce que c'est des Américains, mais les employés parlent espagnol. Fait que, il y a quelques sous-titres, mais c'est assez pour être réaliste, mais pas trop pour vous tanner si vous aimez pas ça. De toute façon, c'est le genre de film que l'image parle assez par elle-même en général. Je pense qu'il y a comme quelques jumpscares. Au début, j'étais craintif. J'étais dans la salle. Là, j'étais là, non, je suis comme tout seul. Je vais te haïr ça. C'est comme, non, c'est bien correct. Là. J'ai pas eu de pétoche, mais j'imagine que ça vise peut-être un petit peu des ados. C'est plus le côté suspense si on est adulte à ce moment-là. Mais ouais, Russell Crowe prend ça au sérieux. Là. Il avait fait un film il y a quelques années là, de... il était comme un conducteur d'auto puis il se fâchait contre une fille. Ouais, ça me Driving Revenge Drive, je sais pas, quelque chose comme ça. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment pas bon. Puis je comprenais pas ce qu'il faisait là. Puis j'aimais pas le message que le film envoyait et tout. Mais là, c'est ça. Je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait. Mais tu sais, en entrevue, il y a beaucoup de monde qui ont parlé aussi du fameux Gladiator 2. Mais lui, il a rien à voir là-dedans. Il y avait beaucoup de pourparlers suite au 1. Mais là, maintenant qu'il est en branle, c'est pas du tout avec lui. Là. C'était avec, comme son fils ou quelque chose comme ça, de son personnage. Ouais, c'est ça. Et même si ça se déroule en Espagne, ça a été tourné en Irlande. OK. Je trouve ça surprenant, mais il y a des grands châteaux, des forêts, puis ça fait la job. Là. Il n'y a pas tant de prise de vue aérienne si grande là, à un moment donné, un vieux château, des décors puis des herbes séchées, ça fait la job. Fait que comme petit horror flick, je pense que ça fait très bien le travail, l'exorciste du pape. En attendant la semaine prochaine, Evil Dead Rise, entre autres. Dans des films sortis un peu plus indépendants, si on veut, How to Blow Up a Pipeline, que je pensais être un film canadien, mais non, c'est un film américain. Alors, c'est des jeunes, des moins jeunes, genre mi-vingtaine, 8 jeunes hommes et jeunes femmes qui arrivent un peu de partout pour monter un plan audacieux de faire exploser un oléoduc dans l'ouest du Texas. Tous des gens qui ont diverses associations à ça, là, donc ça leur cause beaucoup de problèmes afin d'alerter l'opinion publique sur la crise climatique puis les excès du néolibéralisme puis du Money Talks. C'est l'adaptation d'un livre de Andreas Malm. J'ai pas vu, mais j'ai vu des très bonnes critiques du film, fait que je vais essayer d'aller le voir quand même, mais c'est juste disponible en version anglaise. On dit beaucoup de bien de la réalisation anxiogène et d'une interprétation sentie, même si ça laisse un peu étrange que c'est peut-être une éloge à l'éco-terrorisme et tout. Fait que c'est un peu comme OK, ben c'est vrai que ça existe, mais là, qu'est-ce qu'il faut penser du message? Là? Faut-tu aller faire péter des oléoducs, nous autres, au péril de notre vie? Probablement pas, mais des fois, le message, c'est plus qu'il faut faire quelque chose. Mais bon. Il y a l'animation fantastique Suzume de Makoto Shinkai, lui qui était derrière Your Name et Weathering with You, qui a en fait toujours aussi des thèmes justement à propos assez contemporains, là, des changements climatiques, des catastrophes planétaires. Ici, on est plus dans le deuil. On est au Japon. Une adolescente va s'associer à un jeune homme qui est en quête de fermer plusieurs portails qui sont comme oubliés un peu partout au Japon et dans la ville, qui connectent à divers univers parallèles pour tenter
qu'un monstre essaie d'utiliser pour venir dévaster le monde. Et c'est ça, fait qu'il mélange de fantastique, de réflexion sur le deuil. C'est assez weird, là. Juste dans la bande-annonce, on voit que, tu sais, Suta, là, le gars qui est avec la jeune fille, qui est un genre d'espèce de séducteur un peu androgyne, qui peut se transformer en chaise à 3 pattes. Puis il y a comme un petit choc cute qu'on voit dans la bande-annonce, mais si j'ai bien compris, ça, c'est plus le monstre qui prend cette apparence-là du petit choc cute pour pouvoir communiquer avec eux. Est-ce qu'il mange du monde, lui aussi? Je pense que son but, c'est de venir manger du monde, mais là, il a besoin de passer à travers les portes et tout. Fait que vous comprendrez que j'ai pas vu Suzume, malheureusement, mais c'est aussi, si le temps me le permet, je vais essayer d'aller le voir. Comme la plupart des films d'animation, par contre, juste disponible en version originale avec sous-titres anglais ou en version doublée en anglais. C'est quand même spécial parce qu'en France, ils ont les sous-titrés français et tout, mais vraiment au niveau ici de la distribution, c'est comme si on n'acquiert pas ces versions-là. C'est toujours des frais de plus pour un distributeur quand tu achètes la version française, la version sous-titrée française. Alors, si j'ai le temps en fin de semaine, c'est le genre de film que je vais essayer d'aller voir. Je connais pas beaucoup le monde de l'animation, mais c'est vraiment quelque chose que je veux découvrir. Surtout que cela m'intéresse plus que des Dragon Ball. Ouais, des adaptations de 13 mangas, puis je sais plus c'est lesquels les autres. Demon Slayer. Ouais, c'est ça. Je veux pas rentrer au milieu comme ça du processus, mais un film comme ça qui vit juste en soi. Alors vraiment bien, les critiques à l'international sont vraiment excellentes. De tout ce que Makoto Shinkai, on dit beaucoup que c'est peut-être un peu l'espèce de remplaçant là, de Miyazaki. Exactement. Je dois confesser que j'ai jamais vu aucun de ces films. Je n'ai vu juste un, c'est ça. Faudrait vraiment que je me fasse une espèce de blitz là, où j'en regarde plein pour me mettre à jour. J'avais vu Totoro, moi. OK. Mais ici, c'est ça, il y a beaucoup des thèmes qui me parlent plus, là, qui vont ajouter à mon cynisme et à mon éco-anxiété, mais quand même, ça m'intéresse de les voir. Il y a la comédie dramatique Showing Up, qui s'appelle aussi des fois Les filles de Kelly Reichardt, mais qui est juste disponible en version anglaise ou version sous-titrée en français. Donc, c'est pour ça que des fois, ils mettent un titre français, mais finalement, c'est Showing Up. Avec Michelle Williams. Alors, on est dans le monde de l'art. C'est une sculptrice qui prépare sa première exposition, mais qui est un peu ralentie par la vie autour d'elle, sa propriétaire qui est également artiste, sculpteuse aussi, qui a pas le temps de réparer son eau chaude, fait que là, elle peut plus se laver. Puis il y a son frère qui est bipolaire, puis ça fait des querelles chez ses parents, fait qu'il est un petit peu coincé dans toute cette affaire-là. Fait que c'est un film assez... C'est ça le film, finalement. Fait que c'est comme cette espèce de lenteur-là, mais qui nous permet de voir la vie des artistes, des artistes de création, là, des artistes visuels, puis dans cette espèce de ce qui les habite, mais dans qu'est-ce qui va les inspirer également. Fait que, mais Kelly Reichardt travaille comme toujours avec Michelle Williams là, dans Meek's Cutoff, qui était une espèce de western indie. C'est très film cinéma américain indépendant. C'est exactement cette facture-là. Il y a également Hang Cho au générique qu'on a vu récemment dans The Well, là, qui a vraiment explosé dans plein de films. C'est fou, vraiment. André Benjamin, là, dit André 3000 de Outcast. Est-ce qu'il chante? Non, mais je pense pas qu'il aime ça qu'on l'appelle encore André 3000. Il va être André Benjamin. Puis on parle plus trop de ça. Là. Un peu comme The Rock, il faut dire. Dwayne Johnson maintenant. Là. Mais fait que c'est ça. Ça, c'est le premier rôle au cinéma? C'est-tu, Non, Benjamin, il en a fait plein. Ça fait plusieurs années. Il avait commencé dans un Guy Ritchie, Revolver, je pense, c'était un de ses premiers. Il fait souvent des comédies d'action, puis il faisait des petits rôles, mais je ne l'ai jamais vu en rôle principal à date. Puis il était aussi dans Semi-Pro, entre autres le film de basket avec Woody Harrelson puis Will Ferrell. Non, il y a plusieurs crédits, ça et là, mais toujours en rôle secondaire, mais des fois plus sérieux maintenant que comique. Fait que, comment on dit, ce genre de film là, pour Showing Up où tu veux voir Michelle Williams, tout le monde aime cette actrice-là, mais il se passera pas grand-chose. C'est pas un gros drame lourd comme The Whale, par exemple. C'est juste l'avancement des artistes avant une date de tomber, comment les choses se passent, les liens entre les gens. Film de dialogue. Là. Voilà. Et pour finir, Mafia Mama, même principe qu'on a traduit par La Marraine, mais qui est juste disponible en version anglaise ou version sous-titrée en français, de Catherine Hardwicke, elle qui a fait à l'époque plein de bons films, 13, Lords of Dogtown, éventuellement le premier Twilight. C'est vrai. On va suivre
le personnage de Tony Collette, qui son grand-père qu'elle ne connaissait pas, décède, qui était un viticulteur italien. Sauf qu'elle va découvrir qu'en fait, c'était un super mafieux à la tête d'un gros empire et qui l'a donné à elle. Donc, elle hérite de ça, elle devient la nouvelle marraine. Mais ils sont en guerre avec les Romano, c'est eux qui auraient assassiné son grand-père. Puis elle va être flanquée de sa cousine Bianca, jouée par Monica Bellucci, et de 2 gardes du corps. Puis ils vont essayer d'aller reprendre le contrôle du clan et tout. En fait, Bellucci est déjà là. Fait qu'elle, finalement, c'est comme une espèce de madame de banlieue de genre 50 ans en instance de divorce. Elle vient d'apprendre, en fait, son mari la trompe avec une femme plus jeune. Elle vient d'apprendre ça. Fait qu'elle dit « OK, je vais aller en Italie. » Puis là, elle découvre toute cette affaire-là. Fait que c'est le genre de film que vous pensez que c'est. C'est une comédie assez légère, qu'on n'est pas trop loin des clichés, du capotinage. C'est quand même un bon duo, Colette-Bellucci. Ça doit être assez intéressant. Quand même 2 femmes caractérielles qui sont capables... c'est ça. Là, ici, Colette, je pense qu'elle se fait plus marcher sur les pieds un peu, justement, jusqu'à temps que j'imagine elle va finir par s'affirmer dans tout ça. Fait que film assez léger, Mafia Maman, comme je disais tantôt, peut-être les femmes du Square ont un peu plus de suspense, là. Pas de suspense, mais de corps, ça, je voulais dire, un petit peu plus de chair autour de l'os, mais des films plus légers pour cette période estivale qui s'en vient. C'est tout pour cette semaine. C'est bien en masse, j'y pense. Fait qu'il y a quand même de tout, là. Mario Bros est encore là pour les familles. Sinon, vous avez de l'horreur, de l'action, du drame, de la comédie, du suspense et de la possession. Écoutez-nous, la semaine prochaine, on parle entre autres de Farador. Qui, tu l'as vu? Oui, tu l'as vu à la première cette semaine à Québec. Moi, je l'avais vu à Ciné-Québec. C'est comme... J'oublie quasiment d'en parler parce que... Ça fait ça des fois quand on voit les films 3-4 semaines d'avance, j'oublie, puis là, le jour où elle sort, oui, c'est vrai, vous avez pas vu ça encore. Farador, qui je pense, en tout cas, si je me fie à mes réseaux sociaux, ça va être vraiment une grosse sortie. Le monde, on a vraiment excité de ce film-là. J'espère qu'ils seront au rendez-vous plus que pour Bungalow, par exemple. Et Beau is Afraid, mystère de Harry Astor, qui, plus j'en entends parler, plus je pense que c'est pas un film d'horreur. Il y en a beaucoup qui mettent en côté encore la cote horreur à cause de son... de ce qu'il y a d'autre sur son CV, mais je pense qu'on est plus dans la comédie weirdo fantastique. Là. Nous, on va le découvrir la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Voilà, qui prend l'affiche le 21 avril, oui, j'ai mélangé. Et d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. On avait d'ailleurs même un entretien avec l'équipe de Farador dans le magazine. Ah non, c'était même dans l'autre d'avant. Oui, c'était lui de janvier-février. Oui. Mais c'était aussi un genre de recap du balado spécial qu'on avait fait au Comic-Con l'été dernier à Montréal. Fait que si vous descendez dans le feed là où vous écoutez cet épisode-ci, vous pouvez aller écouter cet épisode spécial au Comic-Con de Montréal avec l'équipe de Farador. Il n'y a pas de spoiler du film. On ne l'avait même pas vu à l'époque. On avait vu une copie préliminaire, mais on n'avait pas vu le tournage final. Si ça vous met en haleine pour aller voir le film quand il va prendre l'affiche vendredi prochain. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn et si jamais votre patron vous demande de lui ramener des cadavres, c'est peut-être temps de changer de job.